disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers amis, aujourd'hui, nous allons aborder la question des territoires. Et nous allons le faire en compagnie de Jérôme Barrier. Jérôme Barrier, bonjour. Bonjour, bienvenue. merci. Vous êtes, personne n'étant parfait, vous êtes ancien élève d'HEC. Et vous avez dirigé des entreprises en Vendée, enfin, vous avez des activités publiques en Vendée, puis vous êtes actuellement dans le Grand Est, vous dirigez deux entreprises publiques locales, la SEBL Grand Est et la SAREM. Vous nous direz peut-être ce que vous faites exactement dans le Grand Est, mais le titre du livre que vous venez de faire paraître s'appelle « Réconcilier les territoires ». Et réconcilier les territoires, il faut bien qu'ils se réconcilient avec quelqu'un. Oui. Alors, est-ce que c'est avec les élites? Est-ce que c'est avec la ville? Bref, vous nous avez fait un bouquin absolument passionnant. Merci. Parce que les territoires ont été mis au cœur de l'actualité par Christophe Guilluy, par Jérôme Fourquet. Et ces territoires, ils se sont manifestés à travers des crises comme celle du Covid, ou comme celle, à l'envers en quelque sorte, des Gilets jaunes. Donc, vous allez nous dire beaucoup de choses des territoires parce que vous agissez sur le terrain et évidemment, vous les réconciliez, vous essayez de les réconcilier, de les remettre en quelque sorte dans le jeu, autrement que par des processus de décentralisation type Datar, qui sont quand même assez à la fois jacobins et bureaucratiques, il faut bien le dire. Vous le dites un peu, quoique vous soyez assez indulgent, mais vous le dites quand même. Alors, j'ai déjà trop parlé. Pourquoi ce livre vous est venu à l'esprit? Est-ce que c'est votre activité dans l'Est, dans le Grand Est? Non, l'élément déclencheur, ça a été le confinement. Le confinement a fait que, comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé chez moi à travailler, certes, parce qu'il y avait énormément de choses à faire, mais aussi avec un petit peu de temps que je pouvais consacrer à d'autres choses. Et je me suis dit, ça va être le moment d'écrire ce qui mûrissait en moi doucement depuis longtemps. Oh, j'imagine. Oui. D'une part, le fait d'écrire, et puis surtout de faire partager ce qui, au fil du temps, puisque ça fait bientôt 30 ans que je travaille dans ce métier-là, est devenu une vraie passion sur l'aménagement du territoire. Et pour répondre peut-être à votre question en quelques mots sur le pourquoi réconcilier, avec qui se réconcilier, c'est vraiment se réconcilier avec soi-même. Et c'était intéressant que vous citiez le cas des Gilets jaunes, parce que la particularité de la crise des Gilets jaunes, et c'est d'ailleurs une première depuis très longtemps, c'est que c'est vraiment une crise de territoire. Et c'est Christophe Guilluy qui l'a très bien montré que c'était une crise des territoires périphériques par rapport au centre-ville, avec un exemple spécifique à Bordeaux. Ah oui, vous citez Bordeaux. Oui, alors Bordeaux est très intéressant. J'emprunte ça à Jérôme Fourquet. Bordeaux est un cas très intéressant parce que Bordeaux est une ville qui a été merveilleusement restaurée par Alain Juppé. Oui, mais du coup, et que j'ai connu, moi, avant sa restauration. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une ville qui était une belle endormie et qui est vraiment sortie de son cocon. Le quai des Chartrons. Ouais, voilà, exactement. C'était un coupe-gorge. Oui, c'était exactement. Des maisons de passe, tout le long. Exactement. Et donc. Et si vous passiez avec un enfant dans la voiture, il vous demandait qu'est-ce qu'elle fait là, la dame? Bon, voilà, ça c'était Bordeaux. C'était Bordeaux, voilà. Alors, mais la périphérie. Et donc rendons grâce, en tout cas pour son action locale, à Alain Juppé sur Bordeaux, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais du coup, la contrepartie, c'est que les populations de la périphérie de Bordeaux se sont sentis exclus et ne sont plus venus à Bordeaux. Et au moment des Gilets jaunes, c'est très spécial parce que la crise a été particulièrement forte dans beaucoup d'endroits, mais en particulier à Bordeaux. Et en fait, ce qu'ont fait les gens de la périphérie de Bordeaux, c'est de venir brûler le centre-ville. Enfin, ils sont venus se venger du centre-ville. Et du coup, il y a eu des comparaisons à l'époque qui ont été faites avec les jacqueries, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment une révolte des territoires périphériques par rapport au centre-ville. Et c'est ça qui m'a amené à me poser la question de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous m'arrêtez si je suis trop long, mais, mais pas du tout, dans le livre, je remonte à ce qui s'est passé en fait à la fin des années 70, et vous parliez de la Datar très justement, où justement on a remplacé la politique d'aménagement du territoire par une politique centrée sur
la ville. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Oui. En fait, par la ville, on entendait les banlieues, déjà. Oui, c'était il y a fort longtemps, mais on parlait déjà des banlieues. Et puis après, on a parlé des métropoles. Mais en fait, en creux, on a oublié ce qui fait vraiment le tissu conjonctif de la France. C'est vraiment une particularité française en plus. Les campagnes, la périurbanité, les petites villes, ce qui fait vraiment tenir le territoire. Voilà. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est cette opposition qui est née à cette époque-là entre la ville et la campagne. Il y a un géographe qui l'avait annoncé avant Gulli et avant Fourquet, c'est Olivier Dollfus. Oui. Il montrait que les métropoles étaient en interface. Paris était en interface avec Amsterdam, New York, que sais-je encore, et que l'Interland, l'arrière-pays, était complètement négligé. Il appelait ça l'archipel métropolitain mondial. Ah ben voilà, c'est exactement. Mais alors vous montrez aussi, c'est très très intéressant, que la ville se définit aisément, vous tentez de la définir, mais que la campagne ne se définit pas, ou elle ne se définit comme n'étant pas la ville. C'est ça. La campagne, c'est la non-ville. Ah, c'est quand même terrible, ça. Et oui. Alors, c'est d'autant plus terrible que, encore une fois, je fais quand même quelques références historiques. Ça m'a beaucoup intéressé d'aller creuser vraiment dans les tréfonds de l'évolution. En fait, la ville est un sous-produit de la campagne. Voilà. À l'origine était la campagne, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis un jour, il a fallu gérer les surplus agricoles, donc les stocks. Et donc, il a fallu créer des bâtiments pour avoir les stocks, et puis il a fallu garder les stocks contre les intrusions extérieures, donc créer des infrastructures militaires, en tout cas des débuts, voilà, une garnison, et puis il a fallu inventorier les stocks, et donc on a inventé la comptabilité, puis la monnaie, voilà, et puis les échanges, enfin, donc tout ça, en fait la ville s'est construite vraiment comme un sous-produit de la campagne. Et aujourd'hui on a le sentiment que la ville, je fais aussi une référence à la Bible, où je dis, en fait la Bible commence dans le jardin d'Éden et se termine dans la Jérusalem céleste. Et en fait, on a tous ça au fond de nous-mêmes, cette idée de dire nos origines, c'est la campagne et notre avenir inéluctable, c'est la ville. Et on n'est pas toujours très heureux parce que ça n'a pas que des avantages, la ville. Vous avez dit la Jérusalem céleste, mais vous citez aussi la grande prostituée. Ah bah oui, bien sûr, Babylone, oui, bien sûr. Et vous montrez dans le bouquin, justement, que la ville atteint un seuil de rendement décroissant, en quelque sorte. Ben c'est clair qu'à partir... Alors, on voit ça apparaître à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où on voit effectivement tous les inconvénients de la ville. Alors, la littérature du 19e siècle regorge de la misère urbaine. Victor Hugo, voilà. Et puis quelques auteurs anglais aussi qui en parlent très très bien. Dickens. Voilà, par exemple, notamment. Et donc, on voit que la ville devient un synonyme de misère. Et aujourd'hui, et je reprends votre référence de tout à l'heure au Covid, la ville est devenue le contraire de ce qu'elle a été au départ. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, la ville, c'était fait pour protéger, et quand il y avait des guerres, les gens allaient se protéger derrière les remparts de la ville. Et aujourd'hui, il y a une épidémie, les gens fuient la ville pour aller se réfugier à la campagne. Et donc c'est très étrange, il y a une inversion. On se protège à la campagne, on se protège à la campagne. Voilà. Ah, ça c'est extraordinaire, ça. Et oui. Et ça, pourquoi ? Parce que dans les villes, il y a de la promiscuité, alors que dans la campagne, il y a de l'espace. Et puis on voit bien que les villes, vous le dites, circulation, thrombose, corruption, violence, à la limite. Les campagnes sont plus pacifiques pour l'instant que la ville. Incontestablement, il y a moins de violence. Mais je fais aussi un parallèle, parce que j'ai un petit côté civique aussi, et je fais un parallèle avec la démocratie et avec comment on vote, et notamment les taux de participation, qui sont beaucoup plus forts à la campagne qu'à la ville. Très, très intéressant. Le taux de participation décline avec l'urbanisation. Ah ouais, c'est clair. C'est quand même extraordinaire. Oui. Est-ce que ça veut dire que la ville se suffirait à elle-même, qu'elle n'aurait pas besoin de la démocratie, si je puis dire ? Je pense que la société a tendance à se dissoudre dans la ville. C'est d'ailleurs très étrange que plus on est près, plus on s'ignore. Alors je vais dire une énorme banalité, mais on se dit pas bonjour dans un ascenseur. Mais en revanche, quand on se croise à la campagne une fois tous les 15 jours, on se dit bonjour. Quoi. Donc voilà. Mais tout voilà. Le monde se dit bonjour. Voilà. Et donc, en fait, la proximité, la promiscuité crée un sentiment d'étrangeté qui est, alors je caricature un petit peu, mais qui est un peu inhumain. Quoi. Alors, ceci dit, je voudrais insister sur le fait que le propos de ce livre, contrairement à ce que nos propos viennent de suggérer, le propos de ce livre n'est pas de dire la campagne c'est mieux que la ville, c'est pas ça. Le propos de ce livre, c'est de dire
historiquement, les deux fonctionnaient ensemble. Et on a de façon un petit peu artificielle opposé la ville et la campagne, alors qu'elles doivent naturellement fonctionner ensemble. C'est exactement ce qui ressort de votre livre. Voilà. Et alors, justement, vous introduisez... alors, il y a une histoire de la ville qui est très intéressante, il y a une histoire de la campagne aussi qui est intéressante, avec des références bibliques, comme vous l'avez dit. Il y a une critique, évidemment, de la saturation urbaine. Vous introduisez le concept de ZAN, zéro artificialisation nette. Là, ça, c'est pour la ville. Mais la ville dévore des espaces ruraux, n'est-ce pas? Oui. Et là, il faut que ça s'arrête. Juste un petit retour en arrière sur l'histoire de la campagne. Je m'arrête là-dessus 2 secondes. Parce qu'en fait, il y a pléthore de livres sur l'histoire de la ville. Alors là, on trouve une bibliographie imposante. Il n'y a rien sur l'histoire de la campagne. Il y a des études faites par des universitaires, mais il n'y a pas à proprement parler une histoire de la campagne. Et c'est pareil, c'est étrange, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans notre imaginaire, la campagne, ça ne bouge pas. Et ce qui bouge, c'est la ville. Alors c'est en partie lié au fait que c'est la ville qui écrit l'histoire et pas la campagne. Oui, mais vous démontrez que la campagne n'a cessé d'évoluer. C'est l'objectif de ce chapitre sur l'histoire de la campagne, c'est qu'en fait la campagne, ça évolue beaucoup et ça évolue encore beaucoup aujourd'hui. Voilà. Mais pardon, j'en reviens à votre question que j'ai oubliée. Alors, la question, c'était évidemment l'artificialisation, le concept de ZAN. Mais plus profondément, pour aller dans le sens que vous défendez, vous introduisez l'idée de géosymbiose. Ça, c'est très intéressant. Oui. Parce que là, ça permet peut-être de ne pas opposer la ville et la campagne. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, j'interviens sur les 2 sujets, géosymbiose et zéro artificialisation nette. Géosymbiose, c'est un néologisme que j'ai créé à partir de géo, la Terre, et puis de ce qu'on comprend bien de la symbiose. C'est-à-dire, la symbiose, c'est le fait de cohabiter au bénéfice des 2 parties. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, l'idée de géosymbiose, c'est vraiment ça, c'est de sortir de cette logique que je décrivais tout à l'heure de la fin des années 70 et du début des années 80, de tout concentrer sur la ville, pour dire, en fait, le territoire a une logique de territoire. Vous parliez très justement d'Hinterland tout à l'heure. L'Hinterland, historiquement, c'est la base arrière des ports, si j'ose dire. C'est ça que ça veut dire géographiquement. Exactement. Et donc c'est vraiment le territoire qui est derrière le port, mais qui est très utile au port. Et c'est vraiment ça le concept de géosymbiose, c'est de dire il faut faire très attention à ce que dans les communautés de communes, dans les organisations qu'on a actuellement pour gérer le territoire, ce soit pas les communautés de communes soient pas gérées soit par le maire de la grande ville qui méprise les petits villages alentours, soit au contraire par une espèce de coalition des petites communes qui veulent pas entendre parler de la grande ville. Et ce que je viens de décrire, c'est un schéma qu'on retrouve un petit peu partout. Alors, il faut que les deux arrivent à fonctionner ensemble. C'est pas la lutte des classes, mais c'est ça, la lutte des territoires. Des territoires, en quelque sorte. Oui. Zéro artificialisation nette, 2 mots, parce que c'est vraiment un sujet important. C'est la tendance actuelle. L'idée est de dire il faut arrêter de faire ce qu'on appelle l'extension urbaine. Et alors là, évidemment, on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire la France moche, il faut arrêter de faire des zones commerciales épouvantables qui bousillent nos paysages, et il faut arrêter d'accepter d'avoir des friches et des dents creuses et de continuer à élargir la ville. Donc avec ça, on ne peut que être d'accord. En revanche, je pense que toute la difficulté, c'est où on va placer le curseur. Parce que si on va aux extrêmes que semble suggérer le terme de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire en quelque sorte de vitrifier le territoire, on risque effectivement, d'une part, d'empêcher les territoires qui peuvent avoir de la croissance, et c'est bien d'avoir de la croissance sur un territoire, on peut pas dire le contraire, on leur évite de le faire, et en plus on vitrifie un des problèmes français qui est ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire tous ces territoires... grosso modo, de la Gascogne aux Ardennes. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc tous ces territoires qui sont défavorisés, qui sont en voie de désertification, si à ces gens-là on dit zéro artificialisation nette, alors on est sûr que jamais ils pourront se développer. Quoi. Ouais. Alors nous allons faire une pause. Et nous allons reprendre, parce qu'il y a plein d'autres idées dans votre livre qui, pour n'être pas très, très long, il ne fait pas 200 pages, il est très dense, très passionnant, très intéressant, bourré de références. Et je crois que ça intéresse tous nos compatriotes. Ça n'intéresse pas les spécialistes. Absolument. Parce qu'il y a des compétences de spécialistes. Vous allez nous reparler de ce que vous faites dans le Grand Est ou de ce que vous avez fait en Vendée, par exemple. Mais ça intéresse tout le monde. Parce que c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et la façon dont nous allons vivre l'espace. Or, et j'arrêterai là avant de faire la pause,
Vous dites que la France a un avantage comparatif décisif, c'est qu'elle a de l'espace. Mais vous reviendrez là-dessus. Absolument, avec plaisir. Alors, Jérôme Barrier, réconcilier les territoires, quel avenir pour nos villes et nos campagnes? Nos téléspectateurs auront compris que vous ne voulez pas qu'ils s'opposent. Vous ne voulez pas que la crise des Gilets jaunes recommence. Quoique, bon. Mais, ce n'est pas le sujet. Nous étions sur l'idée que la France a un avantage concurrentiel décisif en Europe. Et la carte de l'Europe de nuit le prouve. Nous avons de l'espace. Il ne faudrait pas qu'il fût gâché. C'est tout le paradoxe du sujet dont on vient de parler, le zéro artificialisation nette. Et je rappelais à quel point l'objectif poursuivi par cette politique était sain et nous parlait à tous. On veut pas étendre la ville, faire de la France moche. Mais dans le même temps, si on compare la densité de la France avec la densité de tous les pays voisins, on s'aperçoit qu'on est 2 à 6 fois moins dense que les autres. Autrement dit, il y a en France beaucoup d'espace et probablement au sein de l'Europe, la France a cet avantage concurrentiel de disposer d'espace. Et c'est la raison pour laquelle, oui pour le zéro artificialisation nette et oui pour faire de la sobriété foncière, mais attention à ce qu'on manie cet outil-là avec discernement et non pas qu'on se tire une balle dans le pied alors même qu'on a un vrai avantage. Oui, parce que j'entrevois évidemment la pensée un petit peu dogmatique des Verts là-dessus, que vous ne critiquez pas à proprement parler, mais dont vous dites qu'il faut en effet faire attention de ne pas faire de l'orthodoxie verte trop rigoureuse. Pour prendre un exemple, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans un département qui a été un département, c'était fabuleux d'y travailler parce qu'il y avait une croissance économique incroyable qui était le département de la Vendée. On a reconnu la Vendée. Voilà, vous m'avez vu venir. Et en Vendée, on gérait une croissance économique permanente, un chômage quasi inexistant. Je parle de ça il y a 10 ou 15 ans, donc à une époque où il y avait un chômage endémique en France. Oui, mais c'est toujours le cas. Et le taux de chômage en Vendée est inférieur au taux national. Oui, alors la petite différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la peine à recruter. À l'époque, la Vendée faisait un peu figure d'épouvantail parce que c'était le seul territoire où on avait tellement de mal à recruter des gens. Et donc, pour faire face à cette croissance économique, il fallait gérer la croissance du territoire ou l'aménagement du territoire et donc faire des zones d'activité. Voilà, si à l'époque on avait dit zéro artificialisation nette, on aurait fait une croix sur le développement de ce territoire. Alors il y a une chose, vous publiez aussi une carte très intéressant, c'est la projection dans l'espace d'un problème social, c'est-à-dire l'écart des revenus. C'est l'écart des revenus ou des salaires? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'écart de revenus. C'est très intéressant. Oui. Et vous montrez que, vous allez nous le dire, en fait, les départements où les écarts sont les plus faibles sont les départements finalement les plus harmonieux, les plus équilibrés. Alors voilà, on voit. Alors on n'est jamais loin de la politique quand on fait de l'aménagement du territoire. On est même au cœur de la chose puisque l'origine du terme politique, c'est bien l'organisation de la cité. On constate à travers cette carte, et merci d'y faire allusion, que effectivement, dans les territoires dans lesquels l'écart entre les revenus, alors la moyenne des revenus, parce qu'après on trouve toujours des exceptions, mais la moyenne des revenus les plus élevés et la moyenne des revenus les plus faibles, là où ces écarts sont les plus faibles, c'est là où effectivement il y a une vraie paix sociale et une vraie sécurité. Alors la Vendée était vraiment un bon exemple de ça, où il y avait une véritable cohésion sociale qui était très agréable, qui est toujours d'ailleurs très agréable à vivre. Alors sur la carte on voit très bien la Vendée, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne, l'Orne et la Manche. Voilà. Et dans votre région, la région dans laquelle vous avez aujourd'hui des responsabilités, c'est aussi le cas. C'est aussi le cas. Et c'est pas nécessairement... alors, parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est les endroits où il se passe rien, donc ça bouge pas. Donc, mais non, pas du tout. C'est cohérent avec des territoires de développement économique et des territoires de dynamisme, y compris de dynamisme culturel. Oui, c'est une réflexion intéressante qui devrait inspirer nos politiques. Et vous dites même qu'on peut s'amuser à créer un classement qui cumulerait l'écart de revenus les plus faibles, les taux de participation aux élections les plus forts,
les taux de délinquance les moins élevés et un revenu moyen supérieur à la moyenne nationale, on arriverait avec 4 départements en tête. Alors, la Vendée. Est-ce que... Oui, c'est ça. La Mayenne. Oui. La Manche et les Deux-Sèvres. Voilà. On retrouve nos départements. Et donc, j'insiste sur les faits que ce sont des territoires qui allient la paix sociale et le dynamisme économique. Donc si vous m'autorisez cette expression, c'est un peu la France qu'on aime. Mais je vous l'autorise, je la fais mienne. Voilà. Bon, mais cela étant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une 5e analogie, si je puis dire? Justement, la crise des Gilets jaunes, comment a-t-elle affecté ces départements? Alors, en fait, elle a affecté ces départements à peu près comme les autres. C'est-à-dire que oui, tout à fait. En fait, encore une fois, la crise des Gilets jaunes, c'est vraiment une crise qui a affecté... Jérôme Fourquet le montre très bien. C'est une crise qui a affecté les gens qui vont au travail avec leur voiture. Voilà. Et d'ailleurs, l'origine, c'est l'augmentation du prix du carburant. L'augmentation du prix du carburant et le passage à 80 km/h sur les routes. C'est le cumul des deux qui a généré la crise des Gilets jaunes. Donc c'est la France qui prend sa voiture, qui se sent délaissée, méprisée et en plus déclassée économiquement. Oui. Alors, je fais un peu un coq à l'âne, mais je rappelle que votre préfacier est Michel Maffesoli, que nous avons reçu à cette antenne aussi, qui s'est exprimé, et... lui, il parle de tribalisation. Or, vous semblez refuser ce terme, non pas qu'il ne soit pas une réalité, mais vous voudriez bien que ça ne se passe pas ainsi, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai baptisé mon livre « Réconcilier les territoires ». Je rêve, alors est-ce que mon rêve est réaliste ou pas? Et j'en sais rien, et le professeur Maffesoli... c'est vraiment l'homme du réel, donc il faut se fier à lui plus qu'à moi. Mais c'est vrai que je rêve de cohésion, et l'objectif c'est ça. En même temps, il a raison, on est bien obligé de constater aujourd'hui, et encore une fois, je reparle de Jérôme Fourquet qui parle d'archipélisation de la France. On le constate, on est bien obligé de le constater. Oui, il parle de tribu populaire et tribu élitiste. Alors, Michel Maffesoli, d'abord, c'est un homme délicieux, et c'est vraiment très agréable et très enrichissant d'échanger avec lui, et j'ai eu cette chance. L'apport le plus important qu'il a eu dans ma réflexion, c'est surtout sur l'imaginaire des territoires. Et je développe considérablement ce sujet-là. Alors, c'est ce que vous faites dans le chapitre 8, c'est l'imaginaire. Vous parlez, je crois, de carte mentale. Il y a un moment où la carte est perçue comme quelque chose d'autre chose, qui n'est pas la rigueur cartographique, mais bien quelque chose presque d'affectif, de charnel. Voilà, on a, sans forcément s'en rendre compte, on a chacun d'entre nous un rapport charnel, existentiel, avec le territoire que l'on habite ou le territoire où l'on travaille. C'est souvent le même. Et c'est très important, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu faire ressortir, et c'est peut-être le passage où j'ai le plus donné de moi dans le livre, de dire, mais c'est pas, un territoire, c'est pas quelque chose de sec, de froid, de comptable. Un territoire, c'est quelque chose de charnel, qui a une histoire, qui a une culture propre. À un moment, je parle pas des patois, parce que le terme est un peu dévalorisant, mais des langages, même des expressions qui ne sont pas des patois. Vous citez des expressions. Oui, voilà, je raconte 2 ou 3 histoires. Alors, il y en a qu'on connaît bien, parce que quand on a regardé Bienvenue chez les Ch'tis, on a quelques idées en tête, mais ce genre de choses, on l'a un petit peu partout, et nous, moi, je l'avais eu en arrivant en Vendée, où les gens me disaient des trucs que je ne comprenais pas. Par exemple, ils disaient, il faut avancer. Alors, il faut avancer, ça veut dire qu'il faut venir prendre un café chez nous. Bon, alors, mais on ne sait pas quand on n'est pas de l'Ouest. Et donc, les gens disaient, on va avancer, alors on avançait. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Il faut avancer, et donc, mais ça, c'est des petites merveilles, c'est des petites perles. Ça ne nuit pas à la cohésion territoriale française, mais c'est vraiment c'est des petites merveilles de nos territoires qui perdurent et qui sont importantes parce que c'est la culture locale qui crée le dynamisme. Vous dites même le collectif est détruit par l'individualisme. Ben oui. Et l'ethnocentrisme a été remplacé par l'égocentrisme. Ah oui. C'est une belle formule. C'est bien vu. Oui, c'est gentil. Mais alors, donc l'imaginaire. Et il y a une dimension de l'imaginaire que vous n'avez pas évoquée, mais c'est évidemment, je vous en ai parlé en antenne, on n'insistera pas, mais
les départements ont des origines gauloises. Et oui, et oui. Qu'est-ce que les départements sont importants et qu'est-ce que les gens ça. sont... Alors, les gens sont très souvent attachés à leur département. Pas toujours. Hein. Il existe des territoires sur lesquels la bonne dimension, c'est la dimension. Je pense évidemment à la Bretagne, par exemple. Les gens se sentent bretons. Ça ne veut pas dire qu'ils se sentent pas un peu finistériens quand ils sont finistériens. Ou morbihanais quand ils sont du Morbihan. Les Gallos. Mais il y a quand même une logique bretonne. Oui, et donc je fais tout un développement dans le livre sur qu'est-ce que c'est que le territoire pertinent. Je pense au fond que c'est une question démocratique. C'est-à-dire que le territoire pertinent, c'est le territoire auquel les gens spontanément sont attachés. Alors à tel endroit, ça a la taille du département, ou c'est le département. À tel endroit, ça a la taille de la région. Oui. À tel endroit, ça a une taille infradépartements. Oui, parfois c'est à cheval sur 2 territoires, mais ce qui est important, et c'est important encore une fois d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire que les gens sont attachés à leur territoire et c'est ça qui fait qu'ils vont donner de leur temps, donner de leur énergie. Alors en Vendée, il y a un phénomène qui est incroyable, pas que en Vendée, mais notamment en Vendée qui est le bénévolat. On ne se rend pas compte de la richesse pour un territoire, du bénévolat associatif, de ce que ça apporte. Pardon, mais le meilleur exemple en Vendée, c'est Puy du Fou, bien sûr. Ce qui d'ailleurs lui a posé quelques problèmes en termes de règles salariales. Oui, bah alors au Puy du Fou, les bénévoles sont pas payés, hein, c'est des vrais bénévoles. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a un problème de réglementation du travail. Absolument. Mais bon, ça reste associatif. Et on parle même de bénévolat exclusif au Puy du Fou. Voilà. Oui. C'est pour bien marquer le coup. Alors, vous insistez toujours dans l'imaginaire sur l'idée de la diversité des paysages français. Et il y a 2 choses. D'une part, la diversité, vous le dites, on fait 15 km, le paysage a changé. Bon. Mais vous insistez aussi sur le fait que rien n'est plus façonné que la campagne, rien n'est plus façonné que le paysage. On a dit que la campagne, ça pouvait être de la non-ville, hein, mais c'est en réalité très aménagé. Tout à fait. Alors vous dites 2 choses, je vais essayer de répondre rapidement aux 2. D'abord sur les paysages qui évoluent tout le temps en France, il faut vraiment aller à l'étranger pour comprendre ça. Ouais. C'est vraiment important d'aller voyager. Moi j'ai eu une expérience il y a quelques années, on est parti en famille visiter l'île de Cuba. Oui. Et passionnante par ailleurs, hein, et c'est une très belle île, il y a plein de choses magnifiques, mais vous circulez à travers l'île de Cuba, c'est quand même assez long, et en fait le paysage est toujours le même, quoi. Là, quelques détails près. En France, vous faites 15 km, ça change du tout au tout, quoi. Ouais. Et avec le paysage, la culture, et l'architecture, et évidemment plein de choses. Donc oui, la richesse et la diversité des paysages français est quelque chose de très important. Alors, nous allons faire une nouvelle pause et en dernière partie, j'aimerais que nous allions sur ce que vous faites concrètement et ce que vous préconisez aussi de faire pour réconcilier les territoires. Et ce sera la réponse à votre deuxième question tout à l'heure. Voilà. Oui. Demain, c'est votre dernier chapitre. Demain, on n'a pas épuisé toute la substance du livre qui est tout à fait passionnant. Demain, que faudra-t-il faire et en ce moment, que faites-vous ? Alors, Jérôme Barlier, vous êtes aujourd'hui en charge d'un territoire qui s'appelle le Grand Est, enfin, dans votre domaine. Et ce Grand Est, d'ailleurs, vous contestez qu'on lui ait adjoint la Champagne-Ardenne. Vous le dites dans votre livre, vous regrettez qu'on a hésité. Alors, je ne prends pas parti aussi ouvertement que ça. Je suis très prudent. Oui, en effet. Ce que je constate, c'est que, historiquement, d'abord, quand Manuel Valls a décidé de faire ce qu'on appelle les grandes régions aujourd'hui, il est parti du postulat de dire on va faire comme en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a les Länder. Bon, en ignorant totalement le fait que la Sarre est 26 fois plus petite que la Bavière, et que les Sarrois se sentent Sarrois, et que les Bavarois se sentent Bavarois, et que donc, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas du tout une question de taille, c'est une question d'attachement des populations à leur territoire. Donc, cette espèce de fiction de dire il faut avoir des régions qui ont toutes la même taille et qui sont grandes, ça repose sur rien du tout. Sur la région Grand Est, donc la région Grand Est en fait a souffert de ça, et au moment où la région Grand Est a été constituée, l'idée de départ c'était de rejoindre l'Alsace et la Lorraine. Oui.
Il y a beaucoup de différences culturelles entre l'Alsace et la Lorraine, je les considérable. constate tous les jours. Mais il y avait une certaine logique. Bon. Et puis au dernier moment, mais vraiment au tout dernier moment, là, je crois que c'est la veille d'annoncer la réforme, il a été décidé d'adjoindre la Champagne-Ardenne pour des raisons en plus bassement politiciennes sur lesquelles je ne veux pas revenir parce qu'elles sont très polémiques, mais c'était vraiment pour emmerder le petit copain. On sort le truc des Hauts-de-France et on le met avec la région Grand Est. Je crois deviner. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc c'était ça l'idée. Et donc voilà, mauvaise raison donne mauvais résultat parce que c'est vrai qu'on a un territoire, la région Grand Est, qui précisément souffre, alors on y travaille et tout le monde y travaille et peut-être que ça va venir, mais souffre du fait que c'est une création artificielle. Oui. Sur laquelle il n'y a pas d'histoire. Les Champenois et les Alsaciens, l'histoire commune, c'est l'histoire de la France, mais à part ça, ils n'ont pas d'histoire commune. Voilà. Et donc, c'est très difficile de faire en sorte que ces territoires fonctionnent en même temps. Voilà, c'est ça que je constate dans la région Grand Est. Et alors, dans votre fonction particulière, à travers les deux entreprises publiques, SEBL, et la SAREM, que faites-vous? Que pouvez-vous faire? Alors, il y a d'abord un aspect technique dans nos métiers. Techniquement, on s'appelle des aménageurs. Donc, notre métier, c'est d'aménager le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous gérons pour le compte des collectivités territoriales, pas seulement la région, mais l'ensemble des collectivités territoriales, des communes, des intercommunalités et des départements. Nous gérons les grands projets d'investissement qui sont soit les réalisations de zones d'activité, de zones d'habitation, des créations d'équipements publics, des piscines, des gendarmeries, des choses comme ça, ou la construction de bâtiments à usage économique, par exemple. Voilà. Donc on a en tout environ 120 dossiers, gros dossiers d'aménagement, et nous gérons la totalité du dossier pour le compte des collectivités. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de professionnaliser cette fonction de maîtrise d'ouvrage qui consiste à gérer des gros projets et des gros projets complexes. Voilà. Et donc le cœur de notre métier, c'est de gérer la complexité. Mais là, j'ai abordé l'aspect technique de notre métier, mais en fait, ce métier, il s'inscrit dans une vision qui est l'aménagement du territoire. Et donc, il faut avoir conscience de ce que c'est que le territoire. Et par exemple, il y a un sujet sur lequel moi je suis assez regardant, c'est de s'assurer que les projets que nous gérons soient gérés en lien avec le territoire. Par exemple, je déplore le fait que quand on fait une zone d'activité, cette zone d'activité ou un centre commercial, le centre commercial, vous déplacez le même centre commercial à Montpellier, c'est le même. Vous entrez dans le centre commercial, vous ne savez pas si vous êtes à Biarritz ou à Lille. Bon, et donc, quel dommage, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de perte d'identité territoriale Alors, on est en train de revenir là-dessus. Les élus sont vraiment conscients de cette problématique-là. Mais il y a eu une tendance de long terme, pareil à partir des années 70, qui a voulu qu'on allait faire la même chose partout. Et ça ennuie les gens, ça les démotive. Oui. Alors, je pense que nos téléspectateurs ont bien compris quelle était votre fonction. En revanche, comment vous articulez-vous sur ce qui est maintenant les 5 niveaux de responsabilité politique? On en avait 3, on est passé à 5. Est-ce que c'était un mieux? Vous semblez déplorer le fait que le maire ait de moins en moins, finalement, de responsabilité dans la décision, mais qu'en revanche, aux yeux de la justice, il sera de tous les jours responsable. Les sondages sont constants. Le maire, c'est l'élu le plus populaire. Voilà. Mais toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les gens comprennent qui c'est, ils sont attachés à lui, ils le connaissent personnellement. Donc, il y a une notion de proximité qui est importante dans l'histoire du territoire. Et oui, il perd de plus en plus de pouvoir d'attribution au bénéfice de l'intercommunalité. Les gens ne comprennent pas. Et les gens ne comprennent pas forcément. Alors, il y a un exemple que je ne cite pas dans le livre, mais qui est un exemple qui m'avait beaucoup frappé. On avait en Vendée, le département de la Vendée, donc à l'époque c'était Philippe de Villiers qui était le président du département, il avait confié les rênes des pompiers à un chef d'entreprise. Ouais. Et ce chef d'entreprise avait, du coup, comme il était chef d'entreprise, il avait une gestion rationnelle des casernes. Il avait dit, il y a trop de casernes, il faut regrouper les casernes. Et le résultat des courses, alors sur le papier c'était parfait, on faisait des économies, on regroupait les casernes. La réalité c'est que, en fait, les gens qui étaient pompiers volontaires, donc qui étaient très peu rémunérés et qui intervenaient sur la caserne d'à côté, la caserne du coin, pour sauver leurs voisins, parce que c'était leur commune qui les intéressait. Aussi, quand il s'agissait d'aller à la caserne qui était à 20 km, ils n'y allaient plus. Voilà. Et donc c'était apparemment logique
comptablement logique. Et puis en fait, on avait oublié, encore une fois, que les territoires ont une âme, que les gens sont attachés à ça et que ça compte. C'est ça qui est important. Au fond, le pompier volontaire, c'est le circuit court. Ben, voilà, oui, exactement, c'est ça. Mais le pompier volontaire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui le motive? Ce qui le motive, c'est de défendre son territoire, de défendre ses voisins, voilà, il a la possibilité. Le circuit court pour un court-circuit, éventuellement. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher, mais... Je le garde pour le prochain livre. Mais vous le dites d'ailleurs, les chefs d'entreprise sont mal à l'aise dans la gestion publique. Ah oui. Et vous l'expliquez très bien, parce que la gestion publique est beaucoup plus lente. Il y a très peu de contre-exemples. Oui, non mais vraiment, je me souviens de Francis Maire, par exemple, qui était l'exemple du chef d'entreprise qui était devenu ministre, n'avait pas donné des résultats exceptionnels, parce que c'est deux métiers complètement différents. Alors j'ai vraiment travaillé toute ma vie avec les uns et avec les autres. Ouais. J'aime beaucoup les deux. À un moment, je défends les élus, ce qui est un exercice un peu périlleux par les temps qui courent. Je défends même l'ego des élus. Mais c'est surtout, c'est surtout deux logiques de fonctionnement qui sont complètement... Parce que, en effet, vous le dites, pour faire le boulot qu'il faut quand même un ego. Oui. Parce qu'ils sont premiers de corvée. Hein. Rien n'est pire qu'un élu sans ego. Il y en a, mais c'est une catastrophe. Ils ne savent pas prendre des décisions. En fait, oui, il faut d'abord être capable de croire suffisamment en soi pour prendre des décisions et faire avancer les choses. Il faut aussi être capable de résister à l'immense pression à laquelle ils sont soumises, y compris alors avec les réseaux sociaux, à la pression vindicative, à la pression publique qui est vraiment très très forte. Et vraiment, pour les avoir côtoyés, je parle des élus locaux. Hein, après, je défends pas tous les élus et que partout il y a des gens bien et des gens pas bien. Mais la plupart des élus, ce que j'aime bien dire, c'est les élus qui servent. Hein. Il y a les élus qui se servent et les élus qui servent. Les élus qui servent, et heureusement il y en a beaucoup, ils ont des vies qui sont quand même particulièrement difficiles, ils ont des agendas de malades, ils sont confrontés parfois à de la violence, à beaucoup d'exigences. Et donc s'ils n'ont pas un minimum d'ego, donc je prétends que l'ego, c'est pas une conséquence du fait d'être élu, c'est un prérequis, quoi. Oui, ça doit être dans le CV avant. Alors, il y a une dimension. Alors, demain, que faire? Et aujourd'hui aussi, c'est évidemment le problème de la technologie. Et vous évoquez les smart territories. Excusez-moi de parler anglais, mais vous utilisez l'expression. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme expression? Alors, qui fut une expression française. Le territoire intelligent, la ville intelligente, en fait, c'est un peu ça l'idée. Parce que vous montrez aussi l'influence de l'intelligence artificielle, le choc que ça peut produire, la révolution anthropologique qui l'accompagne. Là, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, vous allez voir que je suis très prudent là aussi et très méfiant. Parce que quand on pose la question de l'avenir, d'abord en général on se trompe, moi autant que les autres sinon plus. Vous savez ce que disait Churchill, hein, la prévision est une chose difficile. Oui, de surtout lorsqu'il s'agit voilà, d'avenir. C'est ça, très difficile. Et surtout, les réponses qu'on donne sont toujours des réponses techniques. C'est très étrange. Quand vous demandez à quelqu'un comment il voit l'avenir, il va vous parler de voitures volantes, un peu moins maintenant, parce que ça fait tellement de temps que ça dure ce truc-là, il va vous parler d'éléments techniques. Mais notre vie, alors certes il y a de la technique dans notre vie, mais la technique elle doit servir la vie, pas le contraire. Notre vie elle est faite de choses qui sont durables, qui sont profondes, qui sont toujours là. Et donc, je prétends que ce qui va persister dans l'avenir est déjà en partie là. Voilà. Et bien sûr qu'il va y avoir des techniques qui vont évoluer. Je suis tombé récemment, par hasard, et ça va répondre à votre question, sur le numéro spécial de Paris Match qui est paru au moment de l'homme sur la Lune. Donc en 69. Nous autres, nous en souvenons malheureusement. Et donc, vous n'étiez pas bien vieux. Non, j'étais pas vieux, mais je m'en souviens. Et à la fin de ce numéro de Paris Match, numéro spécial, donc consacré, alors il y a toutes les photos et tout, à la fin, il y a une illustration qui s'appelle le mariage de l'an 2000, pas de l'an 2022, hein, de l'an 2000, donc déjà il y a longtemps. Et donc il y a une image où on voit une espèce de navette spatiale avec une espèce de mariée avec un casque et le voyage de noces se passait dans l'espace. C'est comme ça qu'on imaginait les choses en 69. Et donc on se trompait radicalement, mais totalement. D'ailleurs à l'époque, toutes les illustrations montraient des voitures volantes, tout ça n'a jamais vu le jour, les voitures volantes. Bon. Et donc je suis très très méfiant quand je prévois l'avenir. Et je rappelle ce que je viens de dire, c'est que, attention à considérer toujours que la technique est au service de ce qu'on cherche à faire et non pas le contraire, quoi. Alors oui, il va y avoir des évolutions techniques, il va y avoir des puces partout, j'utilise l'expression les murs vont parler, c'est-à-dire qu'en fait, partout il va y avoir des puces électroniques qui vont nous permettre de gérer des choses qu'on n'avait pas avant. Mais en fait, la plus grosse évolution technique, l'évolution technique qui a le plus influé sur nos vies quotidiennes, c'est le téléphone portable. Oui. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'équivalent à ça
Dans l'avenir, je ne sais pas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont rester. On va continuer, heureusement, à se lever le matin, à prendre notre petit déjeuner, même dans un univers futuriste. Oui, mais enfin, on n'est pas dans un film de Luc Besson, hein, c'est ça? Non, voilà. Bon, mais malgré tout, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement dans l'effort de réconciliation entre les deux? Je pense, et c'est ce qu'on s'efforce de faire nous très concrètement dans les opérations qu'on gère, et en plus les élus sont très demandeurs là-dessus, c'est important de réconcilier. Par exemple, quand on fait une zone d'habitation, il faut prévoir que les gens doivent y mener une vie agréable, avec des aménités toutes simples, quoi. Il faut qu'ils puissent avoir accès aux commerces qui sont pas loin, il faut qu'ils puissent se déplacer en vélo, il faut que la nature rentre dans la ville. Alors, on revient sur notre sujet, sur la blague de Ferdinand Lope qui ouvre mon livre. Vous commencez avec Ferdinand Lope. Voilà, oui. Ferdinand Lope. Mettre les villes à la campagne. Voilà, mettre Paris à la campagne. Pour que les habitants profitent de l'air pur. Et prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Dans les deux sens. Ah oui, alors d'accord. Dans les deux sens. Et plein d'autres trucs de ce genre-là. C'est pas si loufoque que ça, finalement. Mais non, et finalement, en fait, je ne sais pas si c'était un humoriste ou un visionnaire, souvent c'est les mêmes. Oui, les deux. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est faire attention à ne pas faire des villes qui soient trop des villes et des campagnes qui soient trop des campagnes et qui soient délaissées, quoi. On fait ça aujourd'hui. Alors, quand je dis on fait ça, on n'est pas les seuls, hein, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, on essaye vraiment de faire rentrer la nature dans la ville. On parle d'esprit village quand on fait des quartiers en pleine ville, vous voyez. Donc tout ça, c'est des signes que tout le monde est très sensible à cette question de proximité, de voisinage, des choses éternelles, hein, mais qu'on avait un petit peu oubliées. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien, qui mériterait d'être prolongé encore, parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas traités. Mais dans la région Grand Est, vous êtes proche du Luxembourg, proche de la Belgique, proche aussi évidemment de l'Allemagne. Donc là, il y a... Comment joue l'Europe là-dessus? Elle a tendance à aimer les régions plus que les États. Comment ressentez-vous tout cela? Comme souvent, il y a une volonté politique supranationale. Vous en avez parlé. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on sait tous ce qu'on peut en penser. En revanche, comme souvent, c'est l'initiative locale qui compte. Et donc, ce qui va faire que, et vous faites très bien de citer la proximité de la Belgique, la proximité du Luxembourg, la proximité de l'Allemagne, tout ça donne une vraie colonne vertébrale à ce territoire, très particulière. Hein. Moi, j'ai découvert le Grand Est il y a 5 ans, je ne connaissais pas du tout. Il faut prendre le temps de comprendre les particularités, l'histoire, ce que ça veut dire d'avoir été des territoires qui ont été non pas occupés, mais annexés par l'Allemagne. Donc c'était des territoires qui étaient allemands. Il faut savoir que le Républicain lorrain paraissait à Metz en allemand il y a quelques dizaines d'années, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Vous voyez, donc vous évoquez même l'architecture. Oui, l'architecture, absolument. On passe de la pierre jaune à la pierre rose. Oui, c'est passionnant. C'est très significatif. Oui, c'est drôle. Oui, tout à fait. Et donc cette grande région, puisque c'est ainsi qu'il faut la nommer, qui est une espèce de grande région transfrontalière, elle a aujourd'hui un début de réalisation. C'est vraiment les initiatives locales, et souvent les initiatives privées, hein, pas seulement les initiatives publiques, il faut que les politiques soutiennent ça, mais comme souvent, c'est les initiatives locales qui vont faire que ça va se développer, et donc j'y crois pas mal. Nous, ce qu'on essaie de faire dans nos deux sociétés, vous en parliez tout à l'heure, on essaye de développer une politique de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale. C'est un peu pompeux, pardon, mais l'idée, c'est d'appliquer les règles de l'intelligence économique, règles bien connues, pas assez connues d'ailleurs, mais bien connues quand même en France, de les appliquer à la notion de territoire. Et donc, justement, sur la notion d'information, d'essayer vraiment d'être ce que le professeur Arbulot appelle un point cognitif, c'est-à-dire un lieu où il y a beaucoup d'informations qui transitent et où on traite l'information, si possible intelligemment, pour pouvoir en faire quelque chose de pragmatique et d'utilisable dans le quotidien. Entendez, je crois que les choses vont évoluer encore. On va voir des changements et des évolutions dans ce domaine. Ça peut constituer une conclusion très provisoire parce que, encore une fois, le sujet est loin d'être épuisé. Mais je vous remercie, Jérôme Barriel, d'avoir permis à nos téléspectateurs d'avoir cette approche, disons, plus apaisée de la relation entre la ville et la campagne, ce qui n'est pas facile. Et peut-être que les événements qui viennent vous démentiront dans une certaine mesure, mais ça ne changera rien à votre action, parce que votre action est nécessaire. Et je crois qu'il y a énormément de leçons à tirer de ce livre, Réconcilier les territoires. Je n'ai pas dit l'éditeur, les éditions Ovadia.
Oui, et avec une nouvelle collection éditoriale qui s'appelle Nouvelle pensée entrepreneuriale. L'idée, c'est d'avoir des témoignages de chefs d'entreprise sur leur métier. Voilà, donc c'est une nouvelle collection éditoriale. Très bien, merci beaucoup Jérôme Barrier. Et donc, vous reviendrez nous parler des évolutions en ce domaine, car il n'est pas douteux que ça va bouger encore. Et bien, je vous remercie. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs.